Merci. Écoutez, merci de votre invitation d'abord. Donc on m'a donné effectivement comme sujet la séquence 1918-1924 de l'Union sacrée au règlement de la question de la séparation. Et évidemment, il faut d'abord rapidement replacer cette séquence relativement brève dans un mouvement plus long qui irait, on l'a bien compris, j'allais dire des années 1905, c'est-à-dire des années à la fois de la séparation, mais aussi le sommet de l'anticléricalisme de la Troisième République dans ces années-là, jusqu'à la fin des années 30, la fin de l'entre-deux-guerres, où là, au contraire, les relations entre l'Église et l'État se sont beaucoup apaisées, elles sont même presque cordiales, au sommet de l'État à l'époque de Daladier, du cardinal Verdier, à l'archevêché de Paris. Là, on est dans une situation extrêmement différente. Et dans cette séquence un peu longue, de 1905 à 1939, cet épisode qui va nous retenir, 1924-1925, marque une sorte de parenthèse un peu régressive, qui va pas empêcher le mouvement qui s'était esquissé dans les années précédentes de reprendre son cours derrière. Alors, on peut peut-être, en introduction, pour illustrer le mouvement que je rappelle, qui va des années 1905 à la fin des années 30, prendre deux cérémonies religieuses publiques qui ont eu un retentissement important à l'époque et qui symbolisent bien le mouvement en question. Elles ont eu lieu l'une et l'autre à Notre-Dame de Paris. Comme souvent, Notre-Dame de Paris, c'est un peu la paroisse de l'histoire de France. Et la première, c'est le fameux Te Deum de la Victoire, qui est célébré à Notre-Dame de Paris le 17 novembre 1918. Et au cours de cette cérémonie, la presse de l'époque n'a pas manqué de souligner que le président du Conseil, Georges Clemenceau, que le président de la République, Raymond Poincaré, que le président de l'Assemblée nationale et bientôt le président de la République, Émile Deschanel, que tous les trois étaient absents au Te Deum à Notre-Dame de Paris le 17 novembre, ayant refusé d'assister à la cérémonie au nom d'une conception qu'on pouvait d'ores et déjà juger un peu étroite de la laïcité, même si détail significatif que certains ont parfois relevé et qui est très français d'une certaine façon, fait partie de l'histoire intérieure de la laïcité française, Poincaré et Deschanel y avaient envoyé leurs épouses. Les épouses sont là, mais eux ne sont pas venus, et par mesure de rétorsion, en quelque sorte, le cardinal Hamet, archevêque de Paris, a décidé le lendemain de s'abstenir lui-même d'assister à la cérémonie civile place de la Concorde qui célébrait la victoire. Donc on est encore symboliquement dans une situation tendue ou qui s'est de nouveau tendue, qui rappelle à certains égards les exclusives d'avant 14. Les catholiques du temps, d'ailleurs, quand on lit un peu la presse de l'époque, soulignent souvent le sectarisme des autorités françaises comparé à l'ouverture dans ce domaine naturel de la République américaine, une bonne République de ce point de vue-là, et des Britanniques. Voilà, donc très volontiers, le parallèle est fait de l'attitude des uns et des autres avec l'attitude française. Et puis l'autre cérémonie que je retiens, avant d'arriver à la séquence qui va nous retenir, c'est à l'autre extrémité de la chronologie, en avril 1940, les obsèques du cardinal Verdier, à archevêque de Paris, à Notre-Dame de Paris. Et là, en avril 1940, tout le gouvernement est là. Même le président de la République est là, Albert Lebrun. Ce qui contraste évidemment beaucoup, si je reviens sur mon point de départ, avec les obsèques, par exemple, du cardinal Richard, lui aussi archevêque de Paris en 1908, où aucun membre du gouvernement n'était présent. Il y avait simplement le préfet de la Seine qui était présent aux obsèques du cardinal Richard. Donc, pour Verdier, tout le monde est là, tout le gouvernement est là, le président Lebrun est là, et quelques temps plus tard, très rapidement, dans le contexte de la défaite en cours,
Il y aura même, vous savez peut-être, l'organisation de prières publiques, d'authentiques prières publiques au Sacré-Cœur de Montmartre d'une part, à Notre-Dame de Paris de l'autre, dans le contexte évidemment un peu panique de la défaite en cours. Mais là aussi, ça avait été rendu imaginable en quelque sorte par l'évolution qui s'était produite dans les années antérieures, de sorte que d'ailleurs, c'est un autre sujet, mais quand le général de Gaulle à la Libération arrivera à Paris, le fait qu'il soit allé le 26 août 1944 à Notre-Dame de Paris pour non pas un Te Deum, faute de temps, mais un Magnificat, n'a pas fait broncher les contemporains. C'est-à-dire que ça a paru assez normal que le général arrivant pour, en quelque sorte, rétablir la République, commence par passer à Notre-Dame. Ça aurait été très surprenant en 1918, mais c'est sur le fond de toute cette évolution antérieure qu'il faut replacer ça, me semble-t-il. Donc la République a fait du chemin. Alors, quelle était la situation à la veille de la Grande Guerre? On a évoqué la question de la séparation. Ce sommet des luttes anticléricales de la Troisième République atteint dans les années 1903-1906 entre les expulsions de congrégations non autorisées, surtout en 1903, et puis cette grande protestation des catholiques lors de la crise des inventaires au printemps 1906, qui a été une surprise pour tout le monde. Grand mouvement, grande mobilisation, que je mentionne parce qu'elle me paraît intéressante comme terme de comparaison avec ce qui va se passer en 1924-1925. Là encore, une très grande mobilisation de catholiques. Celle de 1906 a échoué, j'y reviendrai, en définitive, même si elle a formé toute une génération de militants catholiques qui, d'une certaine façon, vont faire le match retour en 1924-1926. C'est les mêmes, à bien des égards. Celui qui a eu 20 ans en 1906 en la 40, c'est les cadras de la FNC, en quelque sorte, qui ont survécu à la guerre et qui sont encore là. Donc il y a là quand même un lien entre les deux générations, mais il y a une comparaison qu'on peut esquisser, me semble-t-il, entre cette crise des inventaires de 1906 et la mobilisation de 1924-1925, mais ça n'est pas tout à fait mon sujet. Ce que je voulais dire, c'est que il me semble quand même qu'à la veille de la Grande Guerre, les choses sont évidemment encore très tendues entre l'Église et l'État en dépit et les affrontements encore assez massifs, mais s'esquisse malgré tout dans les aménagements de la loi de 1905, qui n'a jamais pu être appliquée dans son texte initial du fait de la résistance catholique, mais dans les aménagements du texte de 1905 qui se dessinent progressivement à travers les décisions du Conseil d'État, à travers certaines décisions de tribunaux, on voit s'esquisser en quelque sorte ce qui pourrait être une conception moins idéologique et plus juridique de la laïcité, celle qui finira peu ou prou par s'imposer, mais qui avait déjà, je dirais, des premiers linéaments dans les années qui précèdent immédiatement la guerre. C'est quelque chose qu'avait souvent souligné Jean-Marie Mayer, qui était un grand spécialiste de cette question laïque, que quand on regardait bien par-delà des affrontements encore très vifs, très vigoureux, on voyait se dessiner des évolutions de ce genre à travers le soin qu'avaient eu tout de même les autorités d'éviter de reconnaître des associations cultuelles schismatiques, ce que redoutaient évidemment beaucoup les autorités romaines, à travers la décision qui avait été prise de laisser les catholiques affectataires de ces églises en dépit du fait qu'ils n'avaient pas créé ces associations cultuelles qui auraient dû permettre au système de fonctionner, à travers aussi les premiers résultats obtenus en 1913-1914 par la campagne de Maurice Barrès en faveur des églises de France, cette grande pitié des églises de France, la menace de voir beaucoup de communes laisser démolir éventuellement leurs édifices, c'est un sujet dont on a reparlé ces derniers temps. Bon, Barrès avait lancé vers 1910 cette grande campagne en faveur de la préservation des églises, et vers 1913-1914, il y a un certain nombre de premières décisions qui sont prises au nom du patrimoine national pour tâcher de trouver des solutions et des réponses à ce problème réel qu'avait soulevé Barrès. Donc, il y avait quelque chose qui s'esquissait dès avant l'Union sacrée, d'une certaine façon, même si c'était encore très timidement, et c'est parce qu'on connaît la suite qu'on a tendance à en faire finalement le point de départ de cette évolution. C'était cette esquisse, probablement le fruit de deux évolutions principales. D'abord, la résistance catholique à la loi de séparation, qui avait été elle-même en grande partie imposée à l'Église de France par le pape Pie X,
qui avait un peu tordu le bras à une partie des évêques de France pour les dissuader de mettre en place les associations cultuelles ou même de proposer des projets alternatifs d'associations cultuelles. Donc il y a une résistance, une intransigeance du pape Pie X qui va contraindre d'une certaine façon les républicains aux aménagements. Donc en ce sens, cette résistance a eu un certain nombre de résultats. Et on voit aussi dans les années qui précèdent la guerre se déplacer le conflit de la question de la séparation, dès lors qu'elle aura été approuvée par une majorité d'électeurs aux élections législatives de 1906, le dossier est un petit peu plié d'une certaine façon, et on va la voir se déplacer la question sur le terrain scolaire, où elle va rester, puisque le terrain scolaire va devenir le critère de définition de la laïcité française du XXe siècle. Qu'on soit catholique ou laïque, le laïc, c'est celui qui est partisan du monopole public de l'enseignement, ou en tout cas du financement public de l'enseignement. C'est déjà, j'allais dire, le vrai théâtre des affrontements. Dès 1912-1913, il y a toute une querelle notamment sur les manuels scolaires employée à l'école publique à cette époque-là. Il y en avait déjà eu une au début des années 1880, mais elle portait plutôt sur les manuels d'éducation civique et à l'intérieur des manuels d'éducation civique sur la fameuse question des devoirs envers Dieu, une sorte de question qui va rebondir jusqu'au régime de Vichy. En 1912-1913, c'est plutôt sur les manuels d'histoire que la querelle se porte, et la nouveauté de cette mobilisation catholique, c'est que on va mettre en avant les pères de famille comme artisans de premier plan de cette résistance. Voilà. Donc il y a un certain nombre d'évolutions dès avant la guerre de la question laïque. Alors, quelques mots maintenant du règlement de la question de la séparation après la guerre. L'incident du Te Deum du 17 novembre 1918 montre que la laïcité officielle n'avait pas désarmé au sortir de la guerre, même si la situation n'était plus la même, et elle allait rendre possible un règlement à l'amiable de cette question ou des questions pendantes de la séparation. Il y a trois éléments nouveaux qui interviennent. Le premier, on en a parlé longuement et en détail, c'est l'union sacrée. Je n'y insiste pas. L'union sacrée qui provoque instantanément, par la circulaire Balvy qu'on a évoquée, du 2 août 1914, la suspension des poursuites contre les congréganistes, dont une bonne partie, on l'a vu, vont revenir faire la guerre. Plus largement, on assiste à l'été 14 à ce que le clergé de l'époque avait appelé un retour aux autels, qui a beaucoup surpris dans la France de 14, un retour assez massif aux autels, dans ce contexte particulier de l'entrée en guerre, qui ne va pas durer dans ses formes initiales, puisque la guerre va se prolonger très au-delà de ce que tout le monde aurait pu imaginer. Donc la vague de l'été 14 va retomber, mais jusqu'à quel point est-elle retombée? Quel est plus généralement le bilan religieux de la guerre sur le plan des pratiques, à court et à moyen terme? C'est une vaste question assez complexe qui a été évoquée par mon prédécesseur, qui n'a probablement pas de réponse univoque. Effectivement, vous savez que la France est très diversifiée sur le plan géographique, sur le plan religieux. Vous avez des diocèses avant 14 où la pratique est à 95%, et 100 km plus loin, elle est à 5%. Donc vous avez des variations de 5 à 95 sans équivalent ailleurs dans le monde, de sorte que les réponses sont rarement univoques. Mais il faudrait regarder de plus près, au fond, quel a été l'impact de la guerre à moyen terme sur le niveau des pratiques religieuses. Je pense souvent à une étude qui n'a pas, à ma connaissance, véritablement été faite de façon systématique dans l'article fondateur de la sociologie religieuse en France de Gabriel Lebras, breton, canoniste, spécialiste de droit canon. En 1931, il publie un article dans la revue d'histoire de l'Église de France en disant on se dispute beaucoup sur la question de savoir s'il y a beaucoup de catholiques, plus, moins qu'autrefois, on n'a qu'à les compter et les cartographier, comme ça on va régler le problème. Et c'est un article d'une extraordinaire densité de 1931, les notes sont aussi intéressantes que le corps du texte. Et dans une des notes, il explique justement qu'il faudrait faire cette étude un peu systématique de l'impact de la guerre sur le niveau des pratiques, avec la diversité des profils géographiques, sociaux, etc. Des choses qui restent à faire. On voit bien que le clergé breton, par exemple, dans l'entre-deux-guerres, se plaint souvent
de cette génération revenue du front qui n'a jamais récupéré totalement les habitudes religieuses qui étaient les siennes avant de partir. C'est-à-dire les chrétientés compactes d'avant 14 n'ont qu'à perdre à l'événement. Elles ne peuvent que perdre d'une certaine façon, alors qu'inversement, des régions plus détachées où l'anticléricalisme était plus virulent ont eu sans doute effectivement des effets de l'union sacrée très différents, de réconciliation, avec la possibilité de voir les courbes repartir derrière, dès lors que les préjugés idéologiques avaient un peu s'étaient affaiblis dans l'événement. Voilà, tout ça reste à faire. L'union sacrée, ses effets religieux, premier élément évidemment très important, avec toute la question, je n'y reviens pas, de la rumeur infâme de 1917, de l'impopularité relative de Benoît XV dans la France de 1917, ne serait-ce que parce que demander aux combattants de s'arrêter quand votre territoire est occupé, c'est vous qui payez la facture. C'est-à-dire que c'est très bien d'arrêter les combats quand vous êtes chez voisins. Et quand c'est chez vous, forcément que l'appel à l'arrêt des combats passait plus difficilement dans le contexte français. Donc, l'union sacrée, deuxième élément, on l'a évoqué aussi, l'élection en novembre 1919 d'une majorité de droite, sous l'égide de Clémenceau, laïque insoupçonnable, sur la base de l'union sacrée à prolonger et du traité de Versailles à défendre. On a là des républicains modérés qui ne donnent pas dans l'anticléricalisme, et la plupart des catholiques qui vont être associés à cette majorité du bloc national vont d'ailleurs accepter peu ou prou la laïcité. Il y a eu des tas de discussions, y compris le général de Castelnau, député de l'Aveyron, qui va, dans ce nouveau contexte, considérer que le rapport à la catholique à la laïcité pouvait évaluer. On voit émerger, d'ailleurs, dans la campagne de 1919, du bloc national, une première distinction entre le fait de la laïcité, les lois d'avant-guerre, et l'idée laïque, l'idéal laïque, et la possibilité peut-être pour les catholiques de s'accommoder du fait tout en récusant l'idée, ou l'idéal laïque, ou la philosophie qui avait accompagné ce dispositif. C'est des discussions qui ont cours entre catholiques en 1919-1920. Voilà, c'est esquissé une évolution possible de la thèse catholique. Et en même temps, ça s'inscrit dans un cadre qui est celui du catholicisme, pas seulement français, mais européen, depuis les années 1860 au moins, qui est de distinguer la thèse de l'hypothèse. Oui, la thèse, c'est l'idéal chrétien, l'idéal de l'État chrétien, puis l'hypothèse, c'est la situation réelle telle qu'elle est, dont on est bien obligé de s'accommoder dans l'attente d'un retour possible d'une situation meilleure. Voilà. Donc les catholiques sont habitués à vivre sur le distinguo de la thèse et de l'hypothèse, et la laïcité, au fond, pouvait entrer parfaitement dans ce cadre. Et donc il y a là une première discussion sur l'idée laïque qui est intéressante. Et puis, le troisième fait nouveau, c'est qu'une des leçons de la guerre, ça avait été quand même le grand inconvénient en cas de conflit de ne pas avoir de représentation diplomatique au Vatican, que du point de vue de l'intérêt national, puisque se livrait aussi une bataille d'influence à Rome. Les adversaires de la France, eux, avaient les coudées plus franches dans ce domaine, surtout l'Autriche-Hongrie, et les Français qui suivaient un peu ces questions, qui avaient suivi un peu ces questions, y étaient très sensibles. Je vous renvoie, par exemple, au journal du cardinal Baudrillard, qui avait été chargé précisément de s'occuper de la propagande française auprès des pays catholiques, et qui ne cesse pas de se heurter à ces difficultés de la politique laïque, laïcarde française, et de l'image très négative de la France dans ces pays. Donc on avait gardé cette idée qu'au nom de l'intérêt national, il était important de rétablir ces relations diplomatiques. Alors le différend va se régler en plusieurs étapes que vous connaissez, que je rappelle un petit peu dans l'ordre chronologique. D'abord en mars 1920, on va envoyer à Rome un négociateur pour tâcher de voir comment on pourrait rétablir les relations diplomatiques. C'est le président du Conseil, Alexandre Millerand, ancien socialiste, qui envoie ce négociateur. C'est le diplomate Jean Doulcet, qui avait été en poste à Saint-Pétersbourg pendant la guerre auprès de l'ambassadeur Boris Paléologue, catholique, convaincu, républicain, qu'on envoie pour tâcher de rétablir les relations diplomatiques. Ça ne veut pas dire que depuis 1905, la France n'avait plus aucun lien et possibilité de discuter avec la Curie ou avec le pape, soit par l'ambassade de France en Italie,
soit par des personnages, des figures du milieu romain qui étaient susceptibles de porter la voix de la France. Je pense par exemple à un personnage très intéressant qui était Monseigneur Boudinon, spécialiste de droit canon, recteur de Saint-Louis des Français, et qui était qui faisait un peu office d'ambassadeur, en tout cas qui était l'homme des liens entre la curie et la France à ce moment-là, mais c'est évidemment pas du tout la même chose que d'avoir ou non une ambassade à Rome. Donc, étape suivante, en mai 1920, est envoyée à Rome une ambassade extraordinaire dirigée par l'historien Gabriel Hanotto, ancien ministre des Affaires étrangères, membre de l'Académie française, pour, on l'a évoqué, les cérémonies de la canonisation de Jeanne d'Arc. Cérémonie très solennelle de la canonisation de Jeanne d'Arc, qui, on l'a rappelé aussi, avait été déjà béatifiée en 1909. Béatification en 1909 a eu un grand retentissement. Alors, c'est toute une histoire que celle de la canonisation de Jeanne d'Arc. La procédure elle-même remonte au début de la Troisième République, en 1874, notamment à l'initiative de Monseigneur Dupanloup. Elle a mis 46 ans pour aboutir, ce qui est un délai ordinaire, qui n'a rien de tout à fait exceptionnel. Donc la procédure, elle n'est pas née de la guerre, elle est beaucoup plus ancienne, mais le choix de la cérémonie, de la date de la cérémonie et du retentissement qu'on va lui donner relève bien de la négociation en cours en vue de rétablir les relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège. Le 24 juin 1920, la Chambre des députés en France déclare le 8 mai fête nationale, fête du 8 mai, une fête nationale, donc le 8 mai fête joannique, fête nationale, qui est l'aboutissement d'un vieux projet qui remonte aux années 1880, qui avait été d'ailleurs défendu au départ par un député gambétiste, Joseph Fabre, qui a porté cette cause tout du long. Et il y a tout un travail au XIXe siècle de réappropriation de la figure de Jeanne d'Arc par les milieux catholiques. C'est pas un hasard si c'est un député gambétiste qui au départ, et c'est plutôt Boris Barès qui va en quelque sorte ensuite récupérer la cause. Boris Barès qui n'est pas non plus un catholique très orthodoxe, je parle sous contrôle du clergé dans cette salle. Donc il y a une cause un peu ancienne qui aboutit à ce moment-là, et le 8 mai devient fête nationale. Ça fait partie aussi du processus en cours. Le 17 mai 1921 est nommé finalement un premier ambassadeur de France, Charles Jonard, auprès du Saint-Siège, après le vote en novembre 1920 par la majorité du bloc national des crédits pour la réouverture de l'ambassade. Et parallèlement à l'ouverture de cette ambassade, la nonciature à Paris est ouverte et confiée à Monseigneur Ceretti. C'était, on l'a évoqué, un débat. Il y avait une possibilité qui était d'ouvrir une ambassade à Rome, mais sans ouvrir symétriquement de nonciature à Paris, un peu comme c'est le cas dans certains pays protestants. Alors il n'était pas question, évidemment, pour Rome d'accepter ce système-là, et on va vers une ouverture simultanée des deux ambassades. En mai 1921, autre étape, est adopté secrètement un aide-mémoire par lequel le Saint-Siège et l'État français se mettaient d'accord pour que la France garde un droit de regard sur les nominations épiscopales en dépit de la séparation. Donc on décide que, au fond, la République conserve un droit de regard, la possibilité de faire valoir face à certains candidats des objections politiques, c'est le terme qui est employé dans l'aide-mémoire. C'est intéressant d'ailleurs de comparer cette procédure qui va de fait être utilisée dans certains cas à la procédure de nomination des évêques dans le système concordataire, parce que c'est au fond un peu la procédure concordataire mais inversée, c'est-à-dire que c'est au gouvernement, à la République française de dire s'il n'est pas d'accord, là où dans le système concordataire c'était un peu l'inverse, le gouvernement nommait l'évêque et puis éventuellement le pape qui pouvait donner l'investiture canonique pouvait faire valoir des objections. Donc le système est un peu le même mais inversé, mais ça s'inscrivait aussi d'ailleurs pour Rome dans le prolongement de dispositions qui étaient incluses dans le nouveau code de droit canonique de 1917 qui avait décidé qu'on ne nommerait pas d'évêques dans un pays qui avait des relations diplomatiques avec le Saint-Siège sans consultation des autorités du pays en question. Donc on était dans le prolongement de ce dispositif là. Et enfin, la dernière étape, c'est la parution en janvier 1924 de l'encyclique Maximam Gravissimam Que de Pie XI,
qui invitait les catholiques à l'acceptation des associations dites diocésaines et non plus cultuelles. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais vous savez que c'est un des grands débats de la loi de séparation, ces associations cultuelles qu'il fallait mettre en place à l'issue de la séparation, qui ont été refusées par le pape Pie X, considérant qu'elles ne préservaient pas assez les droits de la hiérarchie catholique. Dans leur définition, il y a eu tout un débat, et finalement, ces associations diocésaines prennent la place des cultuels qui n'ont jamais vu le jour, dans une formule qui était, il y avait un modèle qui était donné en annexe à l'encyclique de Pie XI, pour être bien sûr qu'il n'y ait pas d'équivoque, et le modèle en question rappelle quand même, à bien des égards, le projet qui avait été un projet défendu par les évêques français en 1906, notamment à l'initiative de l'évêque de Nice, Monseigneur Chapon, qui avait pris acte des critiques légitimes du Saint-Siège face au projet d'association cultuelle et qui avait proposé ces associations diocésaines dans une formule finalement assez proche de celle qui a été consacrée en 1924, mais qui avait été refusée par Pie X, par son entourage, le cardinal Méry-Delval notamment, qui va d'ailleurs assister à toute cette réconciliation, puisqu'il est encore en place. Il est mort en 1930, il était très jeune, c'était un très jeune secrétaire d'État de Pie X, donc il a eu le temps d'assister à la réconciliation, qu'il a désapprouvé d'ailleurs, jusqu'à la fin de ses jours, trouvant que ce n'était pas une bonne idée. Alors, ceci étant dit, j'en arrive, pour finir, à ces élections législatives du 11 mai 1924, qui voient la majorité du cartel des gauches l'emporter, donc des radicaux et des socialistes pour l'essentiel, même si les socialistes soutenaient sans participer au gouvernement, un peu comme le Front les communistes avec le Front populaire en 1936. Donc une majorité laïque. J'ai bien aimé cette formule qui a été rappelée de Jacques Bainville, des hommes anciens dans des circonstances nouvelles. C'est des choses qui peuvent arriver très très vite, puisque les circonstances changent rapidement et sans prévenir. On peut du jour au lendemain se retrouver hommes anciens dans des circonstances nouvelles. C'est effectivement ce qui leur arrive. Et Édouard Herriot, maire radical de Lyon, qui aura des obsèques religieuses d'ailleurs à sa mort en 1959, qui auront eu un certain retentissement. Édouard Herriot met le feu aux poudres en quelque sorte, je m'arrêterai là, par sa déclaration ministérielle du 17 juin 1924, une longue déclaration ministérielle qui expose le programme du cartel des gauches et qui évoque toutes sortes de questions qui vont être très centrale dans la séquence du cartel des gauches, le problème de l'école unique, le problème des assurances sociales, le problème de la paix et des réparations, évidemment. Le cartel des gauches va être très embarrassé par la politique financière, notamment la question des réparations. Il est tombé sur des questions financières, c'est pas la mobilisation catholique qui fait tomber le cartel des gauches, même si elle y a probablement contribué et que les hommes du cartel ont pris soin ensuite de sculpter leur statut d'hommes tombés devant le mur d'argent, en quelque sorte. Il vaut mieux tomber devant les 200 familles du Conseil de Régence de la Banque de France que devant les 2 millions de catholiques de la FNC. Donc, c'est très intéressant de voir les mémoires d'Herriot. Je disais, les mémoires d'Herriot, il a 2 pages sur la mobilisation catholique de 1924-1926. Il passe très très rapidement. Donc, ils auront tendance à sous-estimer un peu cette ampleur, mais il annonce donc dans sa déclaration ministérielle du 17 juin 3 mesures laïques, en quelque sorte. Les 2 premières, d'ailleurs, viennent en tête de la déclaration, c'est-à-dire l'importance qu'on leur accorde. La première, c'est la suppression de cette ambassade auprès du Vatican, mesure qui est d'autant plus mal passée pour les catholiques, d'ailleurs, qu'à la fin de la déclaration, on annonçait l'établissement de relations diplomatiques avec l'Union soviétique. C'était la reconnaissance de l'Union soviétique. C'est le début et la fin de la déclaration. Donc, suppression de l'ambassade. Deuxième mesure, le retour à une application stricte de ce que la déclaration appelle la loi sur les congrégations, c'est-à-dire en fait la loi de 1901 sur les associations, dont on sait qu'elle était aussi par son titre 3 une loi contre les congrégations, a fortiori dans l'esprit dans lequel elle a été appliquée par Combes. Donc c'est le retour à la loi de 1901 et l'interdiction de l'enseignement pour les congrégations, même autorisées, depuis juillet 1904. Bon, donc, loi sur les congrégations, donc expulsion aussi, donc nouvelle expulsion des congrégations, la 3e en quelque sorte, après
celle du début des années 1880, celle de 1903. Troisième expulsion programmée, ça c'est la deuxième mesure. Et puis, troisième mesure, même si elle était dissociée des deux précédentes, dans la déclaration, elle n'apparaît pas comme une mesure laïque de réaction contre la réaction cléricale provoquée par le bloc national, c'était ça l'idée. La troisième mesure, c'est l'extension aux 3 départements recouvrés d'Alsace-Lorraine de la législation laïque à laquelle ils avaient échappé du fait de l'annexion en 1871. C'est d'ailleurs intéressant, le cas de l'Alsace-Lorraine, par-delà les particularités politiques, culturelles du pays, que la France, au fond, récupérait avec l'Alsace-Lorraine aussi un morceau de France qui avait échappé à la politique de laïcisation tertiaire républicaine, qui donne un peu à penser ce qu'aurait pu être la France, qui aurait globalement échappé. C'est-à-dire l'Alsace-Lorraine de 1918-1919, c'est une France concordataire, où même le système scolaire créé par la loi Fallou de 1850 est encore en place. Donc on a en quelque sorte un morceau de France préservée de la politique laïque qui arrive dans ce contexte-là, et donc il est prévu d'y étendre la législation laïque. Je ne parlerai pas, parce qu'on le fera après moi, de la grande mobilisation suscitée par ce programme et de l'échec, en définitive, du cartel des gauches dans ce domaine. Je conclus simplement en disant 3 choses. La première, c'est que, je l'évoquais un peu tout à l'heure, je trouve que ce serait intéressant, mais M. Séguiat le fera peut-être, d'essayer de comparer l'échec de la mobilisation de 1906 à la faveur de la crise des inventaires, l'échec final de cette mobilisation, et le succès de la mobilisation de 1924-1925. C'est-à-dire pourquoi ça a échoué en 1906 et pourquoi ça a marché en 1924-1925. Qu'est-ce qui fait que la cause était plus porteuse, que le contexte était différent et qu'en définitive, les choses ont marché, même si, je le répète, ce serait intéressant, là, il faudrait faire ce qu'on appelle dans notre langage un peu métallique universitaire, la prosopographie des militants catholiques, pour essayer de voir qui a émergé en 1906 et était encore aux manettes, avait survécu à la guerre et était encore aux manettes au moment de la naissance de la FNC, de la Fédération nationale catholique, ou de la DRAC, en 1924, parce que, à mon avis, il y a quand même là une génération qui va traverser toute une partie du XXe siècle, dont on sait qu'elle a vraiment émergé à la faveur de cette mobilisation de 1906, au sein de l'action catholique de la jeunesse française, de l'action française, du Sillon, une jeunesse catholique qui a émergé à ce moment-là et qui a eu un destin ensuite dans le catholicisme français jusque dans les années 60, 70. Donc ce serait intéressant de voir, comme je l'évoquais, mais vraiment à titre d'hypothèse, s'il n'y avait pas un petit peu dans cette mobilisation, à côté, match-retour de l'échec de 1906. C'est un point qu'on peut évoquer. C'est aussi très frappant, je pense qu'on l'évoquera quand on parlera du Père Doncker, de voir que, certes, la guerre, c'était l'union sacrée, le souvenir de l'union sacrée, mais la guerre, c'était aussi le combat. C'était aussi la combativité. Le Père Doncker, c'est un combattant. C'est pas simplement l'homme de l'union sacrée. Et la mobilisation va se faire aussi sur cet esprit de combat. Donc, dans le rapport à la guerre, il y a là aussi une dimension importante. Deuxième élément qui me frappe, c'est que je vous ai dit que lors de l'élection du Bloc national en 1919, on a assisté à le début d'une discussion dans les milieux catholiques sur la possibilité, pour dire les choses rapidement, de distinguer la laïcité du laïcisme. C'est-à-dire une laïcité acceptable d'une laïcité militante qu'il fallait continuer de récuser. Ce distinguo, laïcité-laïcisme, c'est intéressant d'ailleurs de faire une étude un peu des acceptions du terme laïcisme, parce qu'au fond le laïcisme sous les plumes catholiques au début des années 20, c'est le plus souvent la philosophie de la laïcité. Sous-entendu, il n'y en a pas d'autre. Le laïcisme, c'est la philosophie de la laïcité, il n'y a pas moyen d'imaginer une bonne version de la laïcité ou une version neutre que l'on pourrait distinguer du laïcisme. Mais on voit bien ce distinguo émerger, notamment sous la plume d'un historien à l'époque éminent, Georges Goyot, dans des articles de la Revue des Jeunes, qui distingue le fait laïque et l'idée laïque. Voilà. Cette distinction que l'Assemblée des cardinaux et archevêques de France reprendra d'une certaine façon dans un texte qui a fait date en 1945, à la fin de l'année 1945, en distinguant la laïcité qu'on pouvait, dans certaines conditions, accepter du laïcisme qu'il fallait continuer de réduire. Ça va devenir une distinction officielle, en quelque sorte, en 1945. On la voit poindre
dans les débats du Bloc national, 1919. Or, il me semble que ce retour anticlérical provoqué par le cartel des gauches va bloquer cette évolution. C'est-à-dire va provoquer une espèce de réaction bien compréhensible qui va bloquer ce qui s'esquissait sous le Bloc national, c'est-à-dire la possibilité d'envisager la question un peu autrement du point de vue catholique. On le sait notamment, le symbole de ce blocage, c'est la publication par l'Assemblée des cardinaux et archevêques de France d'une célèbre déclaration sur les lois laïques en 1925, extrêmement intransigeante, dont on sait qu'elle était rédigée par le père Janvier, dominicain d'Action française, grand prédicateur à Notre-Dame pendant 20 ans, et c'est lui qui rédige la déclaration, et c'est une déclaration qui est une déclaration de guerre face aux lois laïques qui bloque un peu la question. On sait que le Pie XI a pris soin de faire savoir au gouvernement français sinon qu'il désapprouvait, du moins qu'il n'était pas tout à fait sur la même ligne dans ce domaine, même si on lit l'encyclique comme l'encyclique Quas Primas, qui institue la fête du Christ roi en décembre 1925, Pie XI n'est pas très loin sur le fond de la position de la déclaration sur les lois laïques de 1925. Donc il n'y a pas de vraie divergence sur le fond, c'est plus un problème d'opportunité. Pie XI était un petit peu mal à l'aise, on vient de rétablir les relations diplomatiques, il faut bien prouver au gouvernement français que ça a une utilité. Donc il s'agissait de prendre certaines distances vis-à-vis de l'épiscopat français, très marqué par l'esprit de pédisme à bien des égards. Mais voilà, il y a, en mon avis, j'évoquais tout à l'heure cette distinction de la thèse et de l'hypothèse sur lesquelles vivent les catholiques dans leur processus d'adaptation depuis les années 1860. Il y a une thèse chrétienne et puis il y a une hypothèse qui est la situation réelle à laquelle il faut bien s'adapter. Eh bien, le retour anticlérical du cartel a, dirais-je, congelé la thèse, provisoirement. En tout cas, bloquer cette évolution qui se faisait jour. Et le troisième point, mais je l'ai évoqué en introduction, je n'en dirai qu'un mot, c'est qu'en dépit du fait que la thèse est un peu bloquée, mais c'est des choses qui arrivent souvent en catholicisme, ça n'empêche pas les relations réelles entre l'Église et l'État de se réchauffer tout au long de l'entre-deux-guerres, sous des gouvernements de droite. Poincaré revient au pouvoir en 1926, la droite gagne les élections de 1928. C'est intéressant d'ailleurs de voir que les élections de 1928 sont un succès pour les catholiques, mais pas celles de 1932, pas celles de 1936, mais ça n'empêche pas ce réchauffement des relations entre l'Église et l'État de se poursuivre, y compris sous le Front populaire, pour atteindre sous Daladier une sorte de sommet, en quelque sorte, notamment entre Verdier et Daladier, où là, c'est presque un peu plus que de l'apaisement, c'est presque de la cordialité. En 1938, 1939, et ça permet de comprendre les cérémonies que j'évoquais en introduction, même si, sur le fond, c'est-à-dire sur les questions qui demeuraient sensibles pour les catholiques, le statut des congrégations ou la question scolaire, il n'y a en réalité pas beaucoup d'évolution dans l'entre-deux-guerres. C'est-à-dire que l'État aussi reste bloqué, la République ne fait pas grand-chose, ni pour l'un ni pour l'autre, les relations se réchauffent, mais les dossiers sont un peu bloqués, ce qui explique aussi qu'en dépit, je dirais, de la sincérité de ce que les historiens ont parfois appelé le second ralliement d'une majorité de catholiques à la République dans l'entre-deux-guerres, par référence au premier de l'époque de Léon XIII qui avait échoué, en dépit de ce mouvement bien réel, quand le régime va s'effondrer, qu'ils verront émerger le régime de Vichy, qui au moins dans un premier temps va, comme disait Claude Langlois, qui est mort il y a quelque temps, parler leur langue. Le travail famille patrie, c'est presque la devise de la FNC. Donc, ils se sont reconnus assez spontanément dans ce langage, infiniment plus que dans celui de la République, même apaisé, même réconcilié, et un régime qui va par ailleurs apporter des réponses, le régime de Vichy, sur ces deux terrains sensibles, qui est le statut des congrégations et la question scolaire. Donc cette histoire n'est pas terminée, mais il y a là une étape importante. Voilà, je vous remercie de votre attention.